Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Respecter les langues de ses interlocuteurs, faire l'effort d'apprendre et d'utiliser, même partiellement, les langues de ses voisins, de ses partenaires, de ses interlocuteurs quels qu'ils soient, sont des conditions de la citoyenneté démocratique, car ce sont des manifestations de la bienveillance linguistique. Jean-Claude Béaco, Michael Bayram 2007/41. Politique linguistique, un champ de recherche en développement. La volonté d'orienter et d'influencer les formes et pratiques linguistiques est probablement aussi ancienne que le langage lui-même. Pourtant, la politique linguistique en tant que champ de recherche scientifique n'est née qu'après la Seconde Guerre mondiale. Dès la fin des années 1950 et jusqu'à nos jours, ce champ de recherche est de plus en plus marqué par son caractère interdisciplinaire, un élargissement de perspectives et une diversification d'approches. Alors que les recherches se concentrent sur la planification d'une langue nationale dans les pays postcoloniaux pendant les années 1960 et 1970, on s'interroge de plus en plus sur la gestion de la relation entre les différentes variétés linguistiques et entre langue et société. La politique linguistique, que l'État auparavant tendait à considérer comme relevant de ses seules prérogatives, est appréhendée de plus en plus comme un ensemble d'orientations devant être prises par différents agents sociaux qui visent à aménager l'usage des langues dans tous ou certains domaines de la vie. La langue n'est plus considérée comme un simple outil de communication. Ses fonctions symboliques et identitaires sont davantage mises en avant. Les dynamiques des langues au début du XXIe siècle constituent un contexte important pour toute analyse et pratique des politiques linguistiques à l'échelle régionale, nationale ou internationale. Si les langues ont toujours été l'objet de pressions politiques, socio-économiques et culturelles de la part des communautés linguistiques dominantes, aujourd'hui c'est la mondialisation, l'urbanisation et les développements en matière de communication qui exercent une pression de plus en plus forte sur l'ensemble des communautés linguistiques. Comment ces nouvelles dynamiques du XXIe siècle participent-elles à la reconstruction de l'écologie linguistique du monde ? Comment parviendrons-nous à une coexistence plus ou moins pacifique entre peuples, ethnies, groupes linguistiques et culturels différents dans des espaces partagés ? Ces questions mettent à l'épreuve des savoir-faire politiques, intellectuels et technologiques dans le monde entier. Ces dernières années, la Chine a renforcé ses échanges internationaux dans le domaine de la politique linguistique, notamment avec la France, à travers l'organisation de l'année linguistique croisée sino-française en 2011 à 2012, de 3 séminaires sur les politiques linguistiques entre 2012 et 2016 et des '. Une convention de partenariat sur les échanges en matière de politique linguistique en novembre 2016. La France et la Chine ont en commun d'avoir sur leur sol plusieurs langues régionales, attachées à une région ou à un territoire. Contre ce plurilinguisme de fait, les deux pays se sont pensés et posés comme monolingues dès l'origine de leur aménagement linguistique. Aujourd'hui, ils sont tous deux confrontés à de nouveaux défis en matière de protection et de transmission du patrimoine culturel, où les langues traditionnelles jouent un rôle important. Comment trouver un point d'équilibre entre unité et diversité constitue l'une des questions majeures dans les échanges linguistiques renforcés entre les deux pays. Il constitue aussi un enjeu commun pour l'ensemble des politiques linguistiques du monde. Jeunesse du travail, le mouvement pour la défense du cantonais. Ce qui m'a sensibilisé à ces problèmes et m'a conduite à entreprendre cette recherche vient de l'expérience d'un stage que j'ai fait à l'UNESCO en 2011, où à travers toutes sortes de discours et de documents de l'organisation, je me suis trouvé confronté de façon régulière à des thèmes concernant la politique linguistique. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre à quel point les transformations sociales récentes étaient en train de faire de la diversité culturelle une source majeure de conflits sociaux et de débats politiques. Cette perception m'a conduite à reconsidérer une série d'événements qui s'étaient déroulés en Chine, au cours de l'été 2010 au nom de la défense du cantonais. Si ces événements sont connus pour leurs retombées médiatiques en premier lieu, leur dynamique et leurs répercussions, qui n'ont pas cessé de s'amplifier dans les années qui ont suivi, sont d'une actualité brûlante pour la politique linguistique chinoise. Avant d'aborder le cœur du sujet, je me permets d'en présenter le contexte. La Chine est un pays où la situation linguistique relève d'une grande complexité. En dehors des langues des groupes ethniques minoritaires,
au nombre d'environ 80, il existe 7 ou 8 variétés linguistiques au sein du groupe majoritaire Han, le mandarin comprenant le mandarin du nord, de l'est et du sud-est, le Wu, le Xiang, le Gan, le Min, le Hakka et le cantonais. Au sein de chaque variété, on compte de nombreuses sous-variétés. Lorsque le pays a été unifié par l'empereur Qin Shi Huang pour la première fois dans l'histoire, en 221 AV. JC, l'unification de l'écriture a été mise en place de façon impérative. Le script Xiaozhuang Xiaozhuan a été instauré comme la seule écriture légitime du pays, et les autres strictement interdits. C'était le début de l'aménagement linguistique en Chine. Il a constitué la base pour une communication écrite efficace dans un pays où les langues orales sont incompréhensibles l'une à l'autre. Après la défaite de la première guerre de l'opium en 1884, des fonctionnaires et des intellectuels ressentent fortement le besoin de moderniser le pays. L'idée de créer une langue nationale et de réformer l'écriture s'impose comme l'une des premières préoccupations dans la voie de la modernisation. Après des années de discussions et de débats, la langue de Pékin est finalement adoptée comme langue nationale dans les années 1930. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre, en 1949, pour que cette langue soit promue systématiquement dans tout le pays. Des années 1950 jusqu'à nos jours, la priorité de la politique linguistique officielle a été attribuée à la standardisation et à la promotion du mandarin. Alors que les langues des groupes ethniques minoritaires jouissent d'un statut juridiquement égal à celui du mandarin et de politique de protection, le statut des variétés linguistiques du groupe ethnique majoritaire, vaguement appelé dialecte selon la Convention, n'est pas reconnu par la loi. En réalité, il existe de nombreuses restrictions, explicites ou implicites à l'usage des dialectes dans la vie sociale. Quoique, face à l'influence de la promotion du mandarin, de la mondialisation et de l'urbanisation, l'usage et la transmission des dialectes soient en pleine régression dans les grandes villes chinoises d'aujourd'hui, leur statut reste une sorte de sujet tabou dans la politique linguistique chinoise. Le mouvement pour la défense du cantonais a brisé le silence sur la question des dialectes dans la politique linguistique du pays. Il s'agit d'une série de débats et de manifestations qui ont eu lieu à Guangzhou et à Hong Kong pendant l'été 2010, portant sur la place et le statut du cantonais dans la vie sociale. Ce mouvement a été généré par une polémique sur l'usage du cantonais dans les médias audiovisuels. À la différence des autres dialectes, dont l'usage est fortement contraint dans les médias, le cantonais jouit d'une sorte de légitimité dans les médias locaux de Guangzhou. Or, dans une enquête de la Conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC de Guangzhou diffusée sur Internet en juin 2010, le gouvernement demandait l'opinion de la population au sujet de l'éventuelle disparition du cantonais au profit du mandarin dans les journaux télévisés. La tension s'est accrue à la suite d'un projet de résolution, déposé à la mairie par un membre du comité municipal de la CCPPC, dans lequel, parmi les 35 articles qui le composaient, se trouvait un article qui suggérait de remplacer le cantonais par le mandarin dans les journaux télévisés pendant les heures de grande audience, afin de faire de Guangzhou une métropole plus ouverte pour les Jeux asiatiques à venir. Ces deux initiatives gouvernementales ont suscité une vive émotion parmi la population cantonaise de différents milieux socioculturels, qui les a interprétés comme une tentative pour supprimer l'usage du cantonais dans les médias audiovisuels et d'affaiblir son statut. De vifs débats se sont alors poursuivis dans les médias et sur Internet, et des milliers de défenseurs du cantonais sont descendus dans la rue. Les manifestations ont d'abord eu lieu à Guangzhou le 25 juillet, avant de se reproduire à Guangzhou et à Hong Kong le 1er août. Face à cette vague d'opposition, le gouvernement du Guangdong a dû déclarer publiquement qu'il n'avait jamais eu l'intention de diffuser le mandarin au détriment du cantonais. Mais la tension linguistique entre le mandarin et le cantonais persiste. Problématique et structure de la recherche. Ce mouvement linguistique a retenu notre attention en tant que chercheurs. C'était la première fois dans l'histoire contemporaine de la Chine que des citoyens s'engageaient dans une mobilisation collective pour revendiquer leurs droits en matière linguistique et culturelle. Ce mouvement a révélé les tensions entre unité, diversité et synergie des facteurs linguistiques, culturels et politiques dans la politique linguistique chinoise. À la suite de ce mouvement, plusieurs questions se sont imposées.
Quelle est la situation sociolinguistique aujourd'hui à Guangzhou, une ville où l'usage du cantonais a prédominé jusqu'au début des années 1990 ? Quels enjeux ce mouvement linguistique de 2010 représente-t-il à l'échelle micro, méso et macro-sociale de la politique linguistique chinoise ? Précisément, y a-t-il un changement de position dans la politique linguistique officielle ? Comment le sujet de la langue et celui de l'identité sont-ils représentés dans les discours médiatiques pendant et après le mouvement de 2010 ? Quelles sont les pratiques et les représentations linguistiques des citoyens aujourd'hui ? Finalement, jusqu'où et comment pourrait-on aller pour construire un modèle plurilingue pour la Chine, un pays où l'idéologie monolingue demeure très puissante ? Un autre intérêt de notre recherche est de savoir comment les dynamiques linguistiques interagissent avec d'autres dynamiques sociales, dans la construction d'identités collectives. Bien qu'il soit défini comme un dialecte en Chine continentale, le cantonais possède des spécificités au niveau linguistique, politique et socioculturel. Aujourd'hui, il est la seule variété linguistique chinoise dont la puissance symbolique et fonctionnelle pourrait faire concurrence au mandarin. Non seulement c'est la principale langue vernaculaire à Guangzhou, mais c'est une langue officielle à Hong Kong et à Macao et la principale langue véhiculaire dans la diaspora chinoise d'outre-mer. Par rapport aux autres dialectes chinois, le cantonais possède un système d'écriture assez bien développé. Par ailleurs, la puissance économique, les singularités culturelles et le degré d'ouverture aux idées nouvelles permettent à la région cantonaise de maintenir une certaine distance avec le gouvernement central. Tout cela contribue au prestige du cantonais. Le débat linguistique se déroule dans un contexte où de nouvelles dynamiques sociales se confrontent. Le flux migratoire, l'expansion urbaine, la mondialisation, le développement des réseaux sociaux. Viennent s'y ajouter les conditions politiques instables à Hong Kong. Quel rôle a joué le mouvement de 2010 dans le processus de construction de l'identité régionale des citoyens à Guangzhou et à Hong Kong ? Ces effets continuent-ils à s'exercer dans la société aujourd'hui ? Nous entendons le terme de politique linguistique dans le sens où il désigne l'ensemble des orientations, implicites ou explicites, prises par une autorité politique ou par d'autres acteurs sociaux, ayant pour but ou pour effet de régir l'usage des langues au sein d'un espace social donné. Loubier 2002/4. Nous nous appuyons sur la théorie de Bernard Spolsky, 2012, qui considère la politique linguistique comme un système composé de 3 parties à la fois indépendantes et interconnectées. Pratique, idéologie et aménagement. La pratique linguistique désigne les choix linguistiques dans différentes situations de communication d'une communauté linguistique donnée. C'est la politique linguistique in vivo. L'aménagement linguistique signifie l'intervention délibérée effectuée par les instances politiques, les institutions sociales ou les individus qui possèdent ou qui croient posséder le pouvoir d'influer sur les pratiques linguistiques. C'est la politique linguistique in vitro. L'idéologie linguistique renvoie au système de croyance ou de représentation sur les langues, qui sous-tend la pratique et l'aménagement. Ces 3 parties exercent une force synergique dans les différents domaines sociolinguistiques tels que Fishman, 1964, les définit. Une approche par domaine constitue ainsi le pivot de notre recherche. Concrètement, notre corpus s'appuie sur des données provenant de 4 domaines sociolinguistiques. Domaine gouvernemental, les textes normatifs et des entretiens avec des fonctionnaires responsables de l'aménagement linguistique au niveau local, régional et national. Domaine médiatique, les discours médiatiques dans la presse et sur la toile, ainsi que des entretiens avec des professionnels des médias. Domaine scolaire, des entretiens avec des enseignants et des élèves, ainsi que des données quantitatives concernant l'usage des langues à l'école. Domaine familial, des données quantitatives et qualitatives des élèves et de leurs parents concernant leurs pratiques et leur représentation linguistique. L'analyse des données se fonde sur l'approche analyse critique du discours, en anglais Critical Discourse Analysis, abrégé en CDA. Selon la CDA, la langue est considérée à la fois comme pratique sociale et comme instrument de reproduction ou de contestation du pouvoir. Fairclough, Wodak 1997, Blomart, Verschuren 1999. Cette approche cherche à dévoiler les intentions cachées, hidden agenda, derrière le discours qui témoigne non seulement des rapports plus ou moins explicites entre les interlocuteurs, mais aussi des conflits et des résistances qui les sous-tendent. Le contexte et les notions théoriques relatives à l'idéologie et au pouvoir
jouent un rôle central dans l'analyse. Dans notre recherche, des notions telles que la violence symbolique, l'habitus et l'identité collective constituent les éléments théoriques essentiels à l'interprétation. Notre analyse repose sur un concept de contexte qui prend en compte 4 niveaux, Wodak 2006/177. La relation interne au sein d'un texte ou d'un discours. La relation intertextuelle et interdiscursive entre les énoncés, les textes, les genres et les discours. Les variables sociales extralinguistiques et les cadres institutionnels d'un domaine spécifique de communication. Les contextes sociopolitiques et historiques plus larges auxquels les pratiques discursives et les idéologies linguistiques sont intégrées et liées. La structure de notre travail s'articule en 3 grandes parties. Dans la première partie, nous passons en revue l'évolution du champ de recherche en politique linguistique, en nous focalisant sur les définitions du terme politique linguistique, les différentes approches et les problèmes qui subsistent dans ce champ de recherche. Nous présentons ensuite le positionnement de la présente étude, y compris le cadre théorique général, la méthodologie et d'autres notions théoriques pertinentes. Dans la deuxième partie, nous présenterons l'histoire de la politique linguistique officielle en Chine et les situations d'aménagement linguistique dans d'autres régions ou pays sinophones du monde depuis le milieu du XXe siècle. Le contexte historique nous permettra de mieux comprendre les problèmes de la politique linguistique d'aujourd'hui. Une mise en perspective avec d'autres régions dont les situations linguistiques sont similaires nous fournira une meilleure compréhension sur l'interaction entre les dynamiques linguistiques et les dynamiques sociales selon les différentes circonstances. À la fin de la deuxième partie, nous nous concentrerons sur l'aménagement linguistique officiel à Guangzhou depuis 1949. Dans la troisième grande partie, basée sur le mouvement pour la défense du cantonais en 2010, nous procéderons à une analyse des pratiques langagières, des idéologies et des aménagements linguistiques dans 4 domaines sociolinguistiques situés au niveau macro, méso et microsocial de la politique linguistique. Le premier domaine concerne le gouvernement. En général, pour intervenir dans la vie sociolinguistique, il utilise 4 procédures. Des documents normatifs, constitutions, lois, règlements, etc., des discours publics, des actions performatives, campagne de nature coercitive ou incitative, définition d'un comportement idéal, et un processus délibératif, la mise en œuvre d'une politique linguistique pilotée par des experts, des populations impliquées et des acteurs du pouvoir juridique ou administratif. Lobianco 2010. Nous avons analysé les documents normatifs concernés et effectué des entretiens avec des responsables de l'aménagement linguistique officiel au niveau national, régional et municipal. Le deuxième domaine est celui des médias et de l'Internet. Les discours médiatiques sont considérés comme un lieu privilégié du pouvoir et de la résistance, Fairclough et Wodak, 1997, Wodak, 2000. Ils possèdent un pouvoir caché qui se manifeste non seulement par les méthodes de reportage employées dans les médias traditionnels, mais aussi par de nouvelles formes d'opposition qui naissent et s'expriment sur les réseaux sociaux. Par la manière dont ils positionnent les lecteurs, les discours médiatiques sont capables d'exercer une influence omniprésente dans la reproduction des idéologies. Nous avons analysé les reportages et les discussions sur l'Internet, portant sur le mouvement linguistique en 2010. Nous avons aussi procédé à des entretiens avec des professionnels médiatiques, autour du même sujet. Les 2 derniers domaines de notre étude renvoient respectivement à l'institution familiale et à l'institution scolaire. Ces 2 domaines sociolinguistiques jouent un rôle fondamental dans le maintien et la survie des langues. Nous avons réalisé un sondage et une 40aine d'entretiens auprès de parents, d'enfants et d'enseignants de 3 écoles du centre-ville de Guangzhou, afin de comprendre quelle est la situation de l'usage de la langue et de la transmission linguistique dans la famille et à l'école, de quelle manière les 2 domaines s'influencent mutuellement dans la construction des habitus linguistiques des citoyens. La conclusion générale commence par les enjeux du mouvement pour la défense du cantonais dans la construction de l'identité régionale et sur le plan de la politique linguistique en Chine. En nous basant sur le modèle descriptif de Baldauf et Kaplan sur l'aménagement linguistique, 2003, nous approfondirons la discussion sur la possibilité d'une mise en œuvre d'une politique linguistique multilingue en Chine. La conclusion s'achèvera sur quelques perspectives de recherche. PREMILEVR partie, cadre THEORIQUE,
et méthodologie. Chapitre 1 – Évolution des champs d'études en politique linguistique. L'histoire des interventions humaines sur les formes et les pratiques linguistiques est probablement aussi ancienne que le langage lui-même. De la renaissance de l'hébreu moderne à la fin du XIXe siècle, à la révolution des signes de la langue turque dans les années 1930, de l'unification du script de l'écriture chinoise par l'empereur Qin Shi Huang il y a 2000 ans, à la publication du décret du 2 Thermidor, 1794, sanctionnant l'étouffement des langues régionales en France, l'homme cherche toujours à influer sur L'. Usage des langues et les relations entre les langues dans un espace social donné, que ces interventions soient explicites ou implicites, indépendantes ou imbriquées dans la structure politique, les relations économiques ou la norme sociale. Pourtant, les recherches scientifiques dans ce domaine n'ont pas commencé avant la fin des années 1950. Le terme language planning apparaît en 1959 sous la plume de Einar Haugen pour désigner le processus officiel de normalisation linguistique mené en Norvège. Lorsqu'Haugen utilise ce terme pour la première fois, il se réfère à des interventions sur la forme de la langue. By language planning, he understands the activity of preparing a normative orthography, grammar and dictionary for the guidance of writers and speakers in a non-homogeneous speech community. Planning implies an attempt to guide the development of a language in a direction desired by the planners. It means not only predicting the future on the basis of available knowledge concerning the past but a deliberate effort to influence it. Haugen 1959/8. Depuis une cinquantaine d'années, le concept s'est fortement élargi et développé. Diverses appellations synonymes ont été utilisées. Au Québec, on préfère le terme aménagement linguistique employé par J.C. Corbeil 1977, dans l'élaboration de la Charte de la langue française, afin de souligner la participation des forces sociales dans la vie linguistique. En France, on parle souvent de politique linguistique, Boutet 1997, Calvet 1996, Chaudenson 1989, 1996, ou de planification linguistique, Dubois et al. 1999/356. Certains sociolinguistes français, en particulier ceux de l'Université de Rouen, Marcellesi, Guépin 1985, Bulot, Blanchet 2008, préfèrent le terme glottopolitique qu'ils définissent comme toute action de gestion de l'interaction langagière où intervient la société, Guépin 1985/21. Les sociolinguistes catalans, Boyer 1991, ont recours au terme normalisation linguistique. Il s'agit pour eux de normaliser, au sens de rendre normal, ou généraliser, l'utilisation du catalan dans les divers domaines de la vie sociale. Bien que ces terminologies se distinguent dans leur connotation, elles renvoient toutes au même noyau conceptuel, qui est lié à des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale. Calvet 1986/20. 1959 à 1970, naissance du champ d'études. Pendant les années 1960 et au début des années 1970, les recherches en politique linguistique se concentrent sur les pays asiatiques et africains récemment décolonisés, où les dynamiques sociolinguistiques entrent en relation avec les transformations sociales et économiques. La Fondation Ford, une organisation philanthropique des États-Unis, entreprend les premières recherches sur la planification linguistique en Afrique de l'Est et finance des travaux similaires en Asie du Sud et du Sud-Est. L'idée est d'aider ces pays à constituer une ou plusieurs langues nationales, afin de promouvoir l'unification, la modernisation et la démocratie des pays en voie de développement. Rubin 1971/307-310. Sous l'influence du modèle État-nation des pays européens du XIXe siècle, le monolinguisme est largement considéré comme favorable à l'unité nationale et au progrès social. L'utilisation d'une langue européenne, souvent l'anglais ou le français, dans les domaines scientifiques et officiels est considérée comme nécessaire pour faciliter l'accès des pays postcoloniaux au progrès économique et scientifique des pays occidentaux développés. Ricento 2000/198. À cette époque, la politique linguistique est largement appréhendée comme une prérogative de l'État et donc menée de façon descendante. On est dans une approche instrumentaliste,
La langue est considérée avant tout comme un instrument de communication dont les fonctions peuvent être modifiées à travers de grands projets, afin de répondre à des besoins politiques et économiques plus étendus. Une recherche en politique linguistique commence toujours par un sondage à grande échelle portant sur l'usage des langues dans l'espace d'un État-nation. Puis, on essaie de trouver la langue la plus apte à devenir langue nationale. Ensuite, on cherche à développer cette langue et à l'équiper des moyens nécessaires à ses nouvelles fonctions sociolinguistiques. Par exemple, créer le système d'écriture, standardiser la prononciation, procéder à l'informatisation de la langue nationale, etc. Finalement, on évalue les résultats de tous les travaux effectués en vue d'une planification linguistique. Regardons quelques définitions de planification linguistique, ou politique linguistique, de cette époque-là. We do not define planning as an idealistic and exclusively linguistic activity, but a political and administrative activity for solving language problems in society. Language planning is deliberate language change, that is, change in the systems of language code or speaking or both that are planned by organizations that are established for such purposes or given a mandate to fulfill such purposes. As such, language planning is focused on problem solving and is characterized by the formulation and evaluation of alternatives for solving language problems to find the best, or optimal, most efficient decision. The term language planning refers to the organized pursuit of solutions to language problems, typically at the national level. 1970 à 1990, élargissement de l'horizon. Pendant les années 1970 et 1990, on assiste à un élargissement du concept. Kloss, 1969, introduit une distinction entre planification de corpus, corpus planning, et planification de statut, status planning. La première indique l'intervention sur la forme de la langue. La seconde signifie l'intervention sur les fonctions de la langue, son statut législatif et social ainsi que ses rapports avec les autres langues. Désormais, le concept de planification linguistique n'est plus confiné à la planification du système linguistique, il inclut aussi la planification du statut des langues. Cooper, 1989, élargit davantage les perspectives en proposant une troisième dimension, la planification linguistique dans l'éducation. L'auteur allègue que l'éducation joue un rôle essentiel dans la modulation des pratiques et des représentations linguistiques des futures générations. Par ailleurs, Cooper a proposé une chaîne de questions visant à clarifier les objectifs du champ de recherche, à savoir qui essaie d'intervenir sur quel comportement langagier de quel public pour quel objectif, dans quel contexte, par quels moyens, à travers quel processus et pour quels effets. Cette chaîne de questions permet de mieux cerner les problématiques dans un contexte social plus large. Harman, 1990, introduit une quatrième dimension dans l'aménagement linguistique, celle de la planification de prestige. Selon l'auteur, l'attitude de la population joue un rôle important dans la réussite ou l'échec d'un projet gouvernemental. Pour qu'un projet d'aménagement linguistique soit réussi, il faut travailler à créer une bonne image de la langue en question. Par exemple, utiliser une certaine langue dans la sphère scientifique permet de doter la langue d'une image intellectuelle. La notion de prestige appelle l'attention des chercheurs vers le côté intangible de la planification linguistique, qui a été souvent négligé dans les études précédentes. Par ailleurs, de nombreux chercheurs s'intéressent au rôle joué par la langue dans la reproduction de l'inégalité sociale et économique. Influencés par les grandes théories critiques et postmodernes, voir Ricento 2006 sur 13-15, ils remettent en question des concepts fondamentaux dans la sociolinguistique du courant principal tels que locuteur natif, langue maternelle, diglossie, voire la définition de la langue en soi, qui selon eux, ne sont plus adaptés pour rendre compte des phénomènes multilingues complexes dans un monde en pleine mutation. Ils critiquent les études précédentes pour leur ancrage idéologique monolingue, qui selon eux, au lieu d'être neutres, comme ils le prétendent, participent en effet à la construction de l'inégalité sociale et favorisent l'hégémonie de la classe dominante. En s'appuyant sur des notions critiques telles que pouvoir, lutte et justice sociale, beaucoup d'entre eux en appellent à la maintenance ou à la revitalisation des langues indigènes, et considèrent la diversité linguistique comme une condition nécessaire pour atteindre une vraie démocratie. De nombreuses études de cette période s'inscrivent dans ce parcours critique en utilisant l'analyse critique du discours,
Critical Discourse Analysis, abrégé comme CDA, comme méthode. Au lieu de se focaliser sur l'usage des langues, l'intérêt est déplacé vers les problèmes sociaux qui lui sont attachés. Néanmoins, la politique linguistique continue à être perçue comme une intervention de l'État-nation sur la vie linguistique des habitants, ce qui est reflété dans la définition du terme. Nous en présentons quelques exemples. La politique linguistique est pour nous l'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale. Quant à la planification linguistique, nous la définirons simplement comme la pratique d'une politique linguistique, et du même coup, le lieu où doivent être résolus tous les problèmes techniques concrets de cette politique. Calvet 1986/20. Language planning refer to deliberate effort to influence the behavior of others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their language code. Cooper 1989/45. L'aménagement linguistique est la mise en œuvre concrète, nécessairement différenciée et adaptée, des actions définies dans le cadre de la politique et programmées dans celui de la planification. Chaudenson 1996, cité dans Loubier 2008/27. L'aménagement linguistique peut se définir comme un ensemble d'efforts délibérés visant à la modification des langues en ce qui concerne leur statut et leur corpus. Robillard 1997, idée. La planification linguistique est l'ensemble des mesures ordonnées prises par un État pour la normalisation d'une langue ou de son emploi. La planification linguistique peut être à elle toute seule la politique linguistique, ou en former seulement une des parties. Dubois et al., 1999/367. De 2000 à aujourd'hui, perspective dans le nouveau contexte mondial. À l'entrée du XXIe siècle, les dynamiques sociolinguistiques deviennent davantage complexes et se diversifient dans le monde entier. La mort des langues, l'une des conséquences de la mondialisation, s'est accélérée d'une façon extrêmement rapide. Selon l'UNESCO 2010, sur les quelques 6000 langues inscrites dans le répertoire, plus de 2500 d'entre elles sont menacées dont 230 ont disparu depuis 1950. Si les tendances actuelles de déplacement linguistique se poursuivent, de 70 à 90% des langues du monde auront disparu à la fin du XXIe siècle. D'autre part, les effets de la mondialisation sur les langues sont loin d'être univoques. Si la mondialisation favorise l'hybridation culturelle, elle encourage aussi l'émergence de formes et de pratiques linguistiques nouvelles, ce qui a pour effet d'enrichir l'éventail des formes prises par la diversité culturelle. Ainsi, la question de savoir comment les nouvelles dynamiques de notre époque participent à la reconstruction de l'écologie linguistique fait l'objet d'une problématique majeure dans la recherche en politique linguistique. Le concept de politique linguistique est davantage élargi, et les perspectives davantage diversifiées. Premièrement, on se rend compte que la planification linguistique n'est pas une action à sens unique. Elle peut être décidée et mise en place d'une manière descendante ou ascendante, c'est-à-dire par différents agents situés à différents niveaux de la société, non seulement les instances gouvernementales, mais aussi les entreprises, les écoles, les familles et d'autres institutions sociales. De plus en plus de chercheurs s'intéressent au niveau micro. À la place des lois et des grands projets du gouvernement, ils mettent l'accent sur les stratégies explicites et implicites de la gestion de l'usage de la langue dans des institutions sociales différentes, par exemple, Kaplan, Baldauf 1997, Blatchford 2000, Brin 2002. L'étude des mouvements populaires pour la revitalisation linguistique constitue aussi un objet de recherche important, Costa 2010 à la Banque 2013. En outre, la langue n'est plus considérée comme un simple outil de communication. Ses fonctions symboliques et identitaires sont davantage mises en avant. Le plurilinguisme, au lieu d'être considéré comme un problème qui fait barrage à la communication et à la cohésion sociale, est valorisé de plus en plus comme une expression de la diversité culturelle et une condition nécessaire pour l'égalité sociale. De nombreux chercheurs plaident pour la protection de la diversité linguistique, dans la perspective de protéger les ressources culturelles de notre planète. Certains ont même établi une corrélation entre la diversité biologique et la diversité culturelle. Une autre perspective est de considérer les droits linguistiques comme faisant partie des droits de l'homme universels, voir Réaume 2012/50-56. Cependant,
Il existe également un autre courant de pensée qui considère l'homogénéisation linguistique comme un processus inévitable. Dans la réalité, le modèle monolingue officiel reste le plus couramment pratiqué dans le monde. Selon de nombreux décideurs et certains chercheurs, l'évolution linguistique est un phénomène naturel qui est susceptible d'être influencé par le contact des langues et le développement technologique. La convergence des langues vers une même lingua franca est une tendance irréversible, basée sur le choix rationnel des peuples et la stratégie pour maximaliser la communication. Van Pares 2004a. L'idée de protéger autant de langues que possible dans le monde est non seulement un projet non réalisable, Kibi 2003, mais pourrait aussi affecter la liberté des locuteurs de changer ou abandonner leur langue selon leur propre volonté, Blake, 2002. Ces nouvelles perspectives sont représentées dans les définitions de politique linguistique que donnent les chercheurs. La politique linguistique est élaborée et mise en œuvre, implicitement ou explicitement, consciemment ou inconsciemment, à deux niveaux reliés, par des instances collectives, gouvernements et administrations étatiques ou locaux, organisations non gouvernementales, associations, et par des acteurs sociaux individuels ou collectifs, familles, groupes informels, etc. Blanchet 2012/2. Une politique se réfère à l'ensemble des orientations, implicites ou explicites, prises par une autorité politique, ou par d'autres acteurs sociaux, ayant pour but ou pour effet de régir l'usage des langues au sein d'un espace social donné. Loubier 2002. Après plus d'une cinquantaine d'années de développement, l'interdisciplinarité joue un rôle de plus en plus important dans les recherches en politique linguistique. Le champ de recherche, considéré initialement comme une sous-branche de la sociolinguistique dans les années 60, est en train de devenir un domaine spécifique intégrant une série de concepts théoriques et méthodologiques provenant de différentes disciplines: sciences politiques, sociologie, économie, anthropologie, philosophie, linguistique, etc. Cependant, les difficultés pour cerner le champ de recherche sont un problème qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Très souvent, les problématiques de recherche sont mal dégagées. Soit elles sont d'une trop grande générosité et finissent par n'avoir pas grand-chose à voir avec la langue, soit elles sont allées trop loin dans les détails et finissent par oublier la politique. On est toujours à la recherche d'un cadre d'analyse qui permette de mieux articuler les aspects micro et macro du domaine. De plus, le développement théorique est à la traîne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de cadre théorique généralement reconnu qui permette de comparer et d'évaluer les différentes approches d'aménagement linguistique dans les divers pays du monde. Il y a un chevauchement considérable dans les définitions entre politique linguistique, planification linguistique et aménagement linguistique. Certains auteurs tendent à considérer les différentes notions comme une même chose. Certaines recherches ne font même pas de distinction entre la pratique et la théorie. Recherche précédente sur la politique linguistique de la Chine. En Chine, les recherches en politique linguistique n'ont commencé qu'au début des années 1990. Comme partout ailleurs dans le monde, il existe différentes terminologies pour nommer le champ d'étude. Yuyan Giwa, planification linguistique, Yuyan Zhengche, politique linguistique, Yuyan Zhanlue, stratégie linguistique, Yuyan Guanyi, gestion linguistique, Yuyan Fuu, service linguistique, etc. Les premières recherches concernent les travaux introductifs sur les pratiques et les théories de l'aménagement linguistique dans des pays étrangers. L'article de Wu Zhuanglin, 1992, a introduit la notion de planification linguistique en Chine, mettant à jour le concept de réforme linguistique utilisé par le gouvernement depuis 1949. L'étude de Zhou Qingsheng, 2001, est une compilation des travaux étrangers sur l'aménagement linguistique des pays du monde, dans laquelle les perspectives européennes et américaines sur la relation entre langage, pouvoir et société sont introduites dans les cas d'études concrètes. Les études qui se concentrent sur la politique linguistique dans un pays étranger particulier se développent de plus en plus. Les pays occidentaux les plus étudiés sont les États-Unis, où l'accent est mis sur l'impact de l'hégémonie de l'anglais sur les langues amérindiennes autochtones, Kai 2002, Lee 2009, Tan, et le Canada, où l'accent est mis sur l'évolution du bilinguisme officiel Ruan 2001, Tong 1997. Un certain nombre d'études se focalisent sur les pays et les régions asiatiques postcoloniaux, Ye 2000, Shi 2002.
Ces travaux de nature introductive ont fourni un guide important pour les chercheurs chinois, dans leurs études sur la situation en Chine. Un autre volet des recherches concerne les travaux synthétiques sur l'aménagement linguistique menés par le gouvernement chinois depuis 1949, Gao 1992, Chen 2005, Li 2010, Yao 2006. Zhou Minglan, 2004, a recueilli et présenté une série d'articles portant sur les différents aspects de la politique linguistique chinoise, notamment sur la planification des langues minoritaires. L'ouvrage collectif édité par Li Yuming et Li Wei, 2013, a mis en avant les nouvelles dynamiques sociolinguistiques en Chine à l'entrée du XXIe siècle. Cependant, la plupart des autres études s'inscrivent dans un parcours classique. Elles cherchent à évaluer l'efficacité de l'aménagement linguistique gouvernemental dans la réalisation de certains objectifs fixés a priori, tels que l'unité nationale, la cohésion sociale, le développement économique, la réduction de l'analphabétisme. Malgré leurs valeurs référentielles, elles n'apportent pas de réflexion approfondie sur des questions fondamentales, telles que l'idéologie linguistique, la gouvernementalité, l'identité linguistique, le rapport entre diversité et unité linguistique. Un troisième volet porte sur l'aménagement linguistique des langues des groupes ethniques minoritaires en Chine. De nombreux chercheurs chinois ou étrangers, Feng 2007, Zhou 2003, Wang et Filion 2009, Beckett et Postillonnet 2012 cherchent à comprendre la mise en œuvre de la politique bilingue ou trilingue dans les régions où s'assemblent des groupes minoritaires. Le système d'éducation constitue le domaine le plus étudié. La plupart des travaux s'appuient sur des enquêtes ethnographiques au niveau microsocial, visant à comprendre la vitalité de telle ou telle langue minoritaire et la situation de la transmission intergénérationnelle. Cependant, les recherches systématiques concernant la politique linguistique envers les dialectes manquent. Bien que certaines études traitent de l'usage des dialectes dans un certain domaine, elles donnent lieu à des résultats partiels et contradictoires, alors que Guo Longsheng, 2004, qui a étudié les politiques concernées inscrites dans les textes normatifs depuis 1949, arrive à la conclusion que l'attitude gouvernementale se fait de plus en plus tolérante sur L'. Usage des dialectes dans la vie sociale, Shi Kanfang, 2010, qui lui aussi a fait une analyse des textes normatifs, considère que l'usage des dialectes est de plus en plus censuré dans les médias audiovisuels depuis une cinquantaine d'années. Pourtant, dans son travail, Liu, 2012, s'appuyant sur l'observation, argue que les dialectes sont en fait davantage utilisés dans les programmes télévisés locaux ces dernières années. Alors que l'étude de Liu 2012 montre le dynamisme de l'usage des dialectes dans l'espace informatique, de nombreuses enquêtes, par exemple, Shueket 2009, Tang 2006, Liang 2014, constatent une régression de l'usage des dialectes chez les habitants des grandes villes chinoises. Ces dernières années, un certain nombre d'articles portant sur des incidents de conflits linguistiques sont parus sur le site CNKI, Zhongguo Ziwang. Qiu Shaobin a écrit 2 articles, 2011-2016, portant sur le mouvement de défense du cantonais. Dans son article de 2011, où il présente le déroulement du mouvement, l'auteur a laissé des commentaires sur la gestion de la relation mandarin-dialecte dans l'aménagement linguistique du pays. Bien que cet article ne soit pas basé sur une analyse scientifique, il fournit de nouveaux angles de vue sur l'aménagement linguistique, qui sont susceptibles d'irriguer la réflexion dans d'autres recherches. Les domaines de réflexion évoqués par l'auteur comprennent le rapport entre langue et médias, langue et culture, langue et espace urbain, langue et éducation, langue et flux migratoires. Cependant, ces points de vue ne sont pas clairement exprimés. Dans son article de 2016, l'auteur aborde le mouvement linguistique de 2010 sous l'angle de l'apprentissage des langues dans la population immigrée des grandes villes chinoises. Comme l'article antérieur 2011, ce travail ressemble plus à un article administratif qu'à une recherche scientifique. L'auteur y soutient l'argument que la transmission des dialectes d'origine et l'apprentissage des dialectes de la ville d'accueil contribuent au renforcement de l'identité nationale. Cependant, on ne voit pas bien quelle est la logique de son argumentation. Certes, l'auteur pose quelques questions critiques, par exemple, comment l'urbanisation va-t-elle changer le paysage linguistique des villes chinoises ? La langue de la ville d'accueil est-elle toujours un facteur d'intégration pour les populations migrantes de nos jours ? Dans quelles conditions les conflits linguistiques se produisent-ils ?
Comment le gouvernement doit-il gérer ces situations de conflit linguistique? Ces questions, qui sont très pertinentes, ne sont cependant pas suivies d'une analyse approfondie. Wang Liwa, 2012, a discuté de 3 affaires liées à l'usage des langues dans son mémoire de thèse. L'incident Zhaose, où un citoyen appelé Zhaose plaide contre l'autorité qui exige le changement de son prénom sur sa carte d'identité chinoise. L'incident Zimuchi, à propos d'un débat qui s'est déroulé dans le cercle académique sur L'. Enregistrement de quelques 230 mots chinois composés en alphabet latin dans la nouvelle version du dictionnaire moderne de la langue de Chine, Xian Dayan Yu Chidian. L'incident sur la défense du cantonais, un débat social sur la place et le statut du cantonais dans les médias locaux qui a débouché sur des manifestations dans la rue. Cependant, le corps du texte ne justifie pas le titre de son mémoire, Recherche en politique linguistique basée sur quelques incidents linguistiques. En fait, l'accent est mis sur l'introduction et la catégorisation des 3 incidents linguistiques rapportés. Ce n'est qu'au dernier chapitre du mémoire que l'auteur introduit enfin la notion de politique linguistique, sans pour autant fournir une définition du terme. Bien qu'il ait évoqué le cadre adopté par Bernard Spolsky 2004 sur la politique linguistique, ce cadre théorique n'est pas intégré dans le corps de l'analyse et reste déconnecté de l'ensemble de la recherche. L'étude finit par avancer quelques propositions vagues, en vue d'une amélioration de l'aménagement linguistique officiel. Dans ce travail, l'auteur a bien avancé un point de vue. Ces incidents linguistiques sont générés par 3 facteurs: la planification linguistique de l'autorité, les effets catalyseurs des médias et la conscience citoyenne. Pourtant, cette hypothèse n'est ni argumentée dans un raisonnement scientifique ni justifiée par des données empiriques. L'article de Liu Shuqin 2014 parle aussi des événements linguistiques ayant eu lieu en Chine ces dernières années, y compris l'affaire des mots alphabétiques Zimuchi, les manifestations pour la défense du cantonais et le débat sur la forme traditionnelle et simplifiée des caractères qui se poursuit à Hong Kong. Cependant, son intérêt n'est pas l'analyse de ces incidents mais la présentation d'un point de vue. Selon l'auteur, la société chinoise se trouve dans une période de transformation culturelle, Wenhua Xuanxing, où les idées occidentales se heurtent aux idées traditionnelles chinoises. L'adoption indifférenciée des notions linguistiques de l'Occident, telles que l'identité et l'expression culturelle, n'est pas adaptée au contexte sociolinguistique chinois. D'après l'auteur, la valeur instrumentale est toujours la fonction fondamentale du langage. La promotion du mandarin est donc considérée comme une action de l'État pour faciliter les échanges et la communication nationale, et sa légitimité n'a pas besoin d'être justifiée. En revanche, l'auteur considère qu'insister sur l'instrumentalité du langage est une attitude scientifique, dans le contexte de la transformation culturelle. Cet article, malgré le manque de données empiriques, est assez clair dans sa logique d'argumentation et dans l'affichage de ses points de vue. En bref, malgré la multiplication des études sur la politique linguistique de la Chine, la plupart d'entre elles sont au mieux des articles de commentaires que des recherches académiques au sens strict. Il leur manque un fondement théorique et l'articulation entre les différents domaines sociaux. Il nous reste donc beaucoup à construire et à approfondir dans ce domaine. Chapitre 2. Cadre THEORIQUE General et METHODOLOGIQUE. Dans cette étude, nous adoptons la définition de Christiane Loubier 2002/4 sur la politique linguistique qui signifie l'ensemble des orientations, implicites ou explicites, prises par une autorité politique ou par d'autres acteurs sociaux ayant pour but ou pour effet de régir l'usage des langues au sein d'un espace social donné. Pour nous, la politique linguistique ne se limite pas aux interventions délibérées de l'État, mais elle inclut les actions conscientes ou inconscientes de l'ensemble des forces sociales dans une société donnée. Cette définition plus large de la politique linguistique nous permet d'interpréter l'ensemble des dynamiques émanant de différentes forces sociales intervenantes, qui ont tout un rôle à jouer dans l'écologie linguistique de notre planète. Nous nous appuyons en outre sur le cadre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.